On repart. Alors, donc, on repart avec les retraites. Ouais, j'ai mis l'impasse. L'épreuve de force. Ça m'intéresse beaucoup, moi, le conflit de légitimité. Tiens, Bénédicte, j'aimerais bien ton avis. Donc, tu me disais d'ailleurs que tu avais regardé Laurent Berger à la télévision. Laurent Berger, il dit, en gros, il faut gouverner avec les sondages. Il dit, c'est pas possible qu'on n'entende pas, là. Donc, il ne parle pas à 1 million de gens dans les rues, parce qu'1 million de gens dans les rues un samedi, bon, voilà. C'est bien, mais enfin, c'est pas non plus... Hein. Mais il dit, en gros, voilà, le sondage dit que les gens sont contre, massivement contre, vous ne pouvez pas continuer. Ce qu'il dit, c'est qu'il y a un risque d'un tel ressentiment, si le gouvernement passe en force, que le chantier qui s'ouvre après n'est pas connu, ou plus exactement, le chantier qui s'ouvre après est potentiellement un risque majeur de détricotage de la solidarité du pays ou de détricotage du lien entre toutes les communautés du pays. Voilà, c'est ça qu'il dit, que j'ai retenu en tout cas de cet échange. Et c'est pas faux. Et donc la question qui se pose pour le gouvernement aujourd'hui, c'est soit il passe en force, il est droit dans ses bottes, il n'a pas d'état d'âme selon toutes les formules qu'on a pu entendre. Soit il ouvre et il réouvre un débat, mais ça sera interprété comme un aveu de faiblesse. Et donc c'est extrêmement compliqué de trouver une espèce de porte de sortie dans laquelle en fait tout le monde garde la face, parce qu'il faut pouvoir dire qu'on entend sans renoncer à l'objet de la réforme. Et le risque, c'est de dire qu'on entend et de tout replier, parce que tout le monde va s'engouffrer dans la brèche pour dire on a eu une première victoire, et donc on va pousser le bouchon et on va aller jusqu'au bout. Donc je trouve que tu as raison de dire que c'est une impasse. Moi, je ne sais pas comment on peut se sortir de cette difficulté. Conflit de légitimité, parce que tout le monde parle de l'élection par défaut du président de la République. En gros, il ne peut pas se prévaloir de son élection puisqu'il était face à Marine Le Pen. À la limite, pourquoi pas? Mais il y a les législatives derrière. Les législatives, tu as une majorité très claire. LR, ils sont même à 65 ans. Comment ils s'appellent maintenant? Renaissance. Et c'était il y a combien de temps? Il y a 9 mois. Donc cette histoire de sondage, c'est quand même bien gentil, mais on ferait un sondage sur la peine de mort aujourd'hui. Je suis convaincu que ça serait renoncé pour la remettre. Hein. Donc c'est bien gentil, mais non, on ne gouverne pas en fonction des sondages. On gouverne dans une démocratie en fonction d'élections. Nous avons élu un président de la République, comme tu l'as dit, une assemblée. Et c'était explicite dans le programme. Je ne vois pas la discussion légitimité. Maintenant, je suis le premier à dire que franchement, en termes de communication, ils ont été plutôt nuls, tout le gouvernement. D'accord, mais, mais ça n'a rien à voir avec le sujet. Ce conflit de légitimité, pour toi, il est... C'est-à-dire, quand Laurent Berger dit « c'est pas possible de ne pas entendre toi, tu dis non. Ouais. Non, moi, je dis non, parce que je suis très légitime, justement. Ouais. Attends, je te redonne la parole, l'avis de Clément. Dans une démocratie représentative, j'ai envie de dire, on a choisi... avec notre histoire politique, une démocratie représentative parce qu'on pense qu'élire des représentants pour élaborer un certain nombre de grandes orientations et de grands projets, ça laisse à la fois plus de temps au débat et à la connaissance donc, des problématiques pour ensuite que, à partir de ces élections, les grandes orientations soient tranchées. On peut être dans un mode et ça existe dans d'autres pays, ou sur des sujets plus mineurs de démocratie directe, avec ce qu'on appelle parfois la démocratie participative, où sur un peu tout et n'importe quoi, on interroge tout le temps les gens. On prend souvent l'exemple de la démocratie suisse, avec ses avantages et ses inconvénients, où il y a des référendums sur à peu près tout, et quelque part, c'est notre forme de démocratie. Nous, en France, c'est pas ce qu'on a choisi, et moi je suis totalement d'accord avec Guy, honnêtement, pour moi, il n'y a pas de conflit de légitimité. L'élection a eu lieu, l'élection présidentielle, pareil pour l'élection législative. Ensuite... je pense que Laurent Berger est simplement dans son rôle d'opposant. Ouais, mais il ne l'est pas d'habitude. C'est ça qui me perturbe. C'est que... Il est rarement dans un rôle d'opposant, en même temps, Chantal. Ouais. On ne le voit pas tellement dans ce rôle-là. C'est plutôt un discours qu'on entend dans des syndicats moins... Tout à fait. Sociodémocrates, entre guillemets. Tout à fait. C'est ça qui me perturbe. Ça me paraît... Non, pour moi, Laurent Berger il est dans son rôle, parce qu'on ne le voit pas dire l'inverse. Ça n'aura aucun sens. Qu'il dise, non, le président de la République est totalement légitime à faire cette réforme. On aurait envie de dire, qu'est-ce qu'il fait là à dire l'inverse? Donc, il est un peu obligé de dire ça. Il peut la contester. Il n'a pas remis en question, d'ailleurs, le rôle de l'Assemblée. Il a dit que l'Assemblée... Il souhaitait que le débat repasse à un moment donné par l'Assemblée. Donc, ce que je trouve intéressant Il souhaite surtout, je le dis juste d'un mot, parce que visiblement ça n'arrivera pas, que l'Assemblée discute de ce fameux article 7
qui porte donc l'âge légal à 64 ans. Et là, au bout d'une semaine de débat, il n'y a qu'un seul article qui a été validé, celui sur les régimes spéciaux d'ailleurs, cher Bénédicte. Et... On en revient toujours là. Non, en fait, je pense que tout va dépendre de la stratégie de la Première ministre, c'est-à-dire ou bien elle engage la responsabilité de son gouvernement, ou bien, c'est-à-dire l'article 49.3, ou bien le soumet au vote. Si elle le soumet au vote, il n'y a pas de conflit de légitimité. Si elle engage la responsabilité avec le 49.3, de fait, elle sera confrontée. C'est un conflit de légitimité. C'est-à-dire que, à la différence des 49.3, où c'est avec sa propre majorité qu'on en découd, là, cette fois-ci, on en découd avec, avec toutes les autres. Et bien justement, c'est encore plus noble d'une certaine manière. C'est un vote qui a encore plus de poids, qui représente encore plus on est bien d'accord, c'est-à-dire la nation, quoi, dans sa pluralité. Si c'est soumis au vote et que le vote est positif pour la réforme, ça ne sera pas la même chose que si elle passe au 49.3. Si elle passe au 49.3, ça veut dire qu'il n'y aura pas une majorité suffisante pour la censurer sur ce texte. Absolument. Et là, c'est là que, à mon avis, le ressentiment peut être très important, avec un risque de dégradation très importante du climat social, avec des mouvements comme on a pu les avoir avec les Gilets jaunes, par exemple. Parce que les gens associent le 49.3 à une forme de quasi-dictature. Mais oui, c'est... Ils ne connaissent pas le 49.3 pour parler. C'est devenu une sorte de... Depuis Manuel Valls, c'est devenu une sorte d'épouvantail. On dit 49.3, déni de démocratie, alors que bon, c'est quand même potentiellement une remise en cause complète du gouvernement. Il y a toujours un risque, quand on n'a pas une majorité absolue. C'est vrai que bon, un 49.3 avec une majorité absolue, de toute façon, la question ne se pose pas. Mais il y a quand même un risque d'avoir une motion de censure adoptée et que la Première ministre soit plus Première ministre. 49.3 utilisait 29 points par Rocard. Hein. Oui, c'était sans qu'il y ait de scandale. Hein. Oui, mais c'était pas la même question. Il n'avait pas une... Il a fait une réforme des retraites à coup de 49.3, Michel Rocard. Absolument, je ne dis pas le contraire, mais il n'avait pas en face de lui... Enfin, ce que disent les gens qui parlent de conflit de légitimité, c'est qu'au moment du second tour, il y a une très grande partie de la gauche et de l'extrême gauche qui a voté pour Macron. Mais il y a eu les législatives après, Bénédicte. Et ils ont... les gens, s'ils voulaient la retraite à 60 ans, ils savaient pour qui voter. La retraite à 60 ans, c'était le Front National et la NUPES. Il y a eu les législatives. Non, c'est pour ça que je veux bien tout le débat sur la présidentielle, ok. C'est intéressant, mais les législatives... En tout cas, moi Et puis là, si les LFI ne faisaient pas ce qu'ils font, c'est-à-dire de vraiment d'esquinter l'Assemblée nationale et la démocratie, eh bien, il pourrait y avoir un vrai débat autour de l'article 7. C'est ce que disait Berger, d'ailleurs. Berger est très bon sur oui. Écoutez, il y a un débat. Ouais. Tout le monde n'est pas d'accord. J'ai entendu même des gens, des républicains qui ne sont pas d'accord. Oui. Donc, mais eux, ils jouent un jeu, franchement. Ok, non, mais en tout cas, c'est l'Assemblée. Monsieur Aurélien Pradier, là, c'est terrible. Terrible. Voilà. Donc, c'est n'importe quoi, au nom de la démagogie la plus crasse. Un débat à l'Assemblée. Ça serait tout à fait démocratique et ça pourrait faire évoluer la loi, jouer le rôle. Et là, on critique, on empêche l'Assemblée de fonctionner et après on critique la démocratie. Non. Oui, mais parce que, alors je me fais l'avocat du diable, parce que la Première ministre a été très claire en disant que c'était irrévocable. Elle a dit 64 ans, c'est irrévocable. On n'a pas à en discuter. Ça, chacun joue son jeu, etc. Ouais. Mais si on avait des débats, des votes, on s'en porterait beaucoup mieux. En même temps, ce qui est drôle, c'est 72% des gens sont contre. Et 72%... Rapproche-toi un peu du micro, parce qu'on a nos amis du marteau-piqueur. 72% des gens sont contre et 72% des gens pensent que ça va passer. Ouais. Ouais, c'est un peu inquiétant comme tu te dis. Ou au contraire, c'est la solidité des institutions et que chacun sait bien que... C'est un signe assez dégradé de la relation des Français avec leur gouvernement ou avec leur État. Oui, mais il fallait y réfléchir au moment du vote, quoi. D'autant, ce qui me surprend toujours quand même, c'est que la réforme Touraine aboutit au même résultat avec un rythme différent. Ouais. On n'a pas entendu, la réforme Touraine, elle est passée complètement quand même sous les radars. Ouais. Alors que c'est quand même, la réforme Borne, dans son projet en tout cas, est une réforme Touraine un peu plus précoce. Pas pour les carrières longues. Alors oui, mais il y a un an. Alors je sais que c'est tout un débat autour de ça. Voilà. Mais justement, les 43 ou les 44 ans de cotisation. Oui, bien sûr. Qui est une des clés du débat. Mais bon, là, pour le coup, elle a laissé sous-entendre que c'était totalement négociable.
Donc voilà, sur les carrières longues, c'est quelque chose qui est entendable. Tu vois bien comment ça se passe. C'est ça qui, moi, m'affole un peu quand même du côté de LR, qui devrait... Enfin bon. Et donc, il donne une petite concession, les gars en exigent une autre derrière. Maintenant, il faudrait que le moindre... alors, je pense comme vous et moi autour de la table, le moindre jeune étudiant qui ait bossé n'importe où à ramasser des pommes quand il avait 16 ans pendant 2 mois, il aurait droit au dispositif carrière longue. Non mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, enfin. Et ça, c'est la droite. Hein. Je te dis pas. Bien. Les seniors, ça t'intéresse beaucoup. T'as même écrit un bouquin là-dessus d'ailleurs. Hein, Complètement. J'étais très surprise d'écrire un petit post de rien du tout sur LinkedIn et de voir que ça avait déclenché beaucoup de réactions. Qu'est-ce qui t'attend? Parce qu'il y a pas mal d'entrées. Moi, j'ai été assez intéressé, je dois dire, par un point de vue qu'on entend peu, parce qu'on parle beaucoup de garder les seniors. Oui. Et c'était un point de vue dans le monde. C'était, attendez, là, le sujet, alors les garder à la limite, mais tu vas nous dire ça, les entreprises savent à peu près faire. Voilà, c'est ce point de vue-là dans le monde. Mais les recruter, ça, on ne sait pas faire. Tu confirmes Dans les startups, il y a 3% de salariés qui ont plus de 55 ans. 3%. Oui, mais il n'y a pas que les startups qui recrutent. Pourquoi tu prends l'exemple des startups? Je prends l'exemple des startups. Il y a tas de boîtes qui recrutent et qui ne recrutent pas de seniors. Enfin, je prends l'exemple des startups parce qu'il montre, en fait, le nouveau monde, en fait, est un monde qui est dans le déni de recrutement de la pyramide démographique. De la pyramide démographique. Bon. Mais tu as raison qu'il n'y a pas que dans les startups, mais la question du recrutement des seniors, elle est centrale parce que on part du principe qu'un senior, il a fait son temps, il a son expérience derrière lui et qu'il est là pour transmettre. Et donc, on ne va pas recruter un senior pour un nouveau job, puisqu'en fait, il n'a rien à transmettre, puisqu'il arriverait dans la boîte. Et moi, ma conviction, c'est que les seniors, ils ont du potentiel, comme exactement tout le monde, avec des contraintes en moins pour les organisations, puisqu'en fait, ils ont un rythme vie perso, vie pro qui a été réglé parce qu'ils ont moins de contraintes, qu'ils ont une expérience de vie qui peut être intéressante, et que par ailleurs, mais ça, ils doivent aussi l'accepter, ils peuvent être juniors dans le métier, il faut qu'ils acceptent que dans le métier où ils sont juniors, ils se comportent comme des juniors. Et j'en fais l'expérience. C'est super dur. C'est extrêmement difficile, parce qu'on a envie de dire à quelqu'un qui a l'âge de votre fils et qui est votre chef, ce serait bien si tu allais ranger ta chambre, par exemple. On pourrait lui dire ça. Et ça n'est pas tout à fait envisageable. Et puis en plus, c'est une bêtise, parce que la vérité, c'est que les deux ont des points de vue intéressants à confronter. Et moi, j'adore la confrontation des points de vue. Parfois, c'est un peu chaud, hein. Mais savoir comment on s'adapte à une situation de marché, écouter les deux points de vue, moi, je trouve ça assez passionnant. Enfin, plus que passionnant. Grâce à ça, on fait des progrès en vrai. Voilà. Mais ça m'énerve le côté... Les seniors, vous savez, les têtes chenues, là, qui sont tellement pleins de sagesse et qui vont apprendre à ces petits jeunes ce que c'est que le monde de l'entreprise. Et on va les faire travailler un petit peu moins, mais comme ça, ils accompagneront ces jeunes qui ont besoin d'apprendre beaucoup de leurs anciens. Ça m'énerve, parce que ça fait garder les vieux dans les entreprises, mais ça en fait pas recruter sur des nouveaux métiers. Et il y en a plein qui ont envie de se reconvertir, de faire autre chose, et puis qui ont plein de potentiel. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce papier, et... Enfin, c'est même pas un papier, c'est 10 lignes de... Oui, mais moi, je pensais à ton bouquin, ton expérience dans la start-up dans laquelle tu... Qui continue, en fait. Alors, pour faire justice à mon patron d'aujourd'hui, qui est en fait mon cofondateur, ça n'est pas de lui dont je parle dans le bouquin. Ça, on a bien compris, puisque t'es parti. Mais je suis quand même restée dans cet univers, parce que c'est quand même très intéressant et très challengeant. Et puis, on parlait tout à l'heure de ChatGPT et des enjeux de ChatGPT dans les organisations. Alors, moi, je suis au cœur de ces questions-là et je trouve ça passionnant. Et pour autant, je me rends compte que j'aborde mon activité parfois avec beaucoup d'expérience, parfois en tant que junior qui apprend quelque chose comme tout le monde et comme tous les autres, qui apprend un réseau social comme tout le monde et comme tous les autres, parfois avec un peu plus de difficultés, mais qu'en étant aidé, ça passe. Et après, parce si on va au bout de l'histoire, il y a la question de la rémunération.
C'est-à-dire que quelqu'un qui vient de quitter une grande organisation et qui veut se reconvertir et qui travaille dans une organisation où elle est de fait junior, doit accepter aussi c'est clair. les contraintes Tout à fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas solliciter le même type de rémunération dans cette nouvelle vie que celle qu'on pouvait avoir On est d'accord. du monde qu'on a quitté. On est d'accord. Bon, et donc Là, c'est à nous de faire l'effort, absolument. C'est à nous, et voilà, et c'est les deux. Et je trouve que ces questions, c'est un peu trop vite résumé sur le thème les seniors, on aime bien que ça transmette, et vas-y, quoi. Et mettons des vieux, et comme ça, ils vont apprendre... Quasiment, ils vont faire la lecture en classe maternelle dans les organisations. Tu embauches des vieux, Guy ? Est-ce que tu embauches des vieux ? Avant de venir, je me suis dit, je vais quand même prendre les chiffres. Eh ben oui. Je sens qu'on va me poser la question. Alors, 33% de collaborateurs qui ont plus de 45 ans, puisqu'il paraît qu'on est seniors à 45 ans, hein, et 15% au-dessus de 60 ans. Ah, Bon, c'est pas mal, dis donc. c'est pas si mal, c'est ce que j'ai répondu. J'ai dit pas si mal. Ouais. Alors maintenant, ce que je voudrais dire là-dessus, c'est que, premièrement, j'ai vécu ce que Bénédicte a dit. C'est-à-dire que dans mes activités de business angel, je me suis retrouvé à vouloir investir dans une entreprise dont les 3 dirigeants ont plus de 55 ans, que je trouve formidable, et ils m'ont dit qu'ils n'arrivaient pas à trouver d'investisseurs parce qu'on dit qu'ils sont trop vieux. Et pour moi, ça me paraît surréaliste, hein, vraiment. Hein, c'est ridicule, hein, vraiment. Hein. Alors, la deuxième chose que je voudrais dire là, sur le sujet, c'est que en France particulièrement, on confond ancienneté et expérience. C'est-à-dire qu'il y a un réflexe qui vient d'ailleurs des fonctionnaires. Hein, c'est-à-dire que quand vous avez de l'ancienneté, vous devez être payé plus cher qu'un jeune qui n'a pas d'ancienneté. Or, moi, je conteste totalement cette notion-là. En revanche, ce qui est irremplaçable, c'est l'expérience. Et par conséquent, quelqu'un, je veux dire, par exemple, dans mon métier, un développeur, par exemple, qui a une très bonne technique. Bon, ok, c'est bien, je recrute un sorti d'école, il va avoir le même niveau de technique. En revanche, un développeur qui a une très bonne technique, mais qui comprend, par exemple, le métier des assurances, alors ça vaut de l'or. Parce que le jeune qui va arriver, il ne l'a pas. Et par contre, ça mérite d'être payé plus. Voilà. Alors, ce qui est terrible, et c'est ce qu'a dit très, très justement Bénédicte, c'est que le gars, il a 55 ans, il dit, moi, c'est 60 000. Bah oui, parce que j'ai toujours été payé comme ça. Oui, mais il faut que tu prouves que ton expérience a une valeur ajoutée. Non, mais ça, je suis tout à fait d'accord. Et donc, à nous, entreprises, aussi, de former les gens pour ne pas dire au moment où il a 55 ans, le mec, il est nul, hein, finalement, il a toujours... Je vais prendre un jeune et ça va le remplacer. Et ça, c'est malheureusement des pratiques qui existent en particulier dans nos métiers et que moi, je refuse. Hein. Je pense qu'il faut capitaliser, c'est ce qu'a dit Bénédicte à juste titre, capitaliser sur l'expérience et les savoir-faire, la valeur ajoutée que les seniors ont. Et ce n'est pas uniquement que transmettre. Non, c'est comprendre des métiers. Ouais. Parce qu'ils ont vécu pendant 10 ans, 15 ans, ils ont côtoyé des clients. Parce qu'ils ont travaillé en équipe. Et c'est ça qu'il faut valoriser pour arriver enfin à ce que les seniors aient leur place dans nos métiers. Oui, je suis d'accord. Juste une petite remarque un peu macro. Je pense qu'il y a quand même en plus une déformation française par rapport à d'autres pays. Sans doute liée aussi à nos dispositifs de pré-retraite et à tout ce qui a pu être créé. Ah oui, ça c'est clair. Disons jusqu'aux années 2000, et qui a quand même provoqué pas mal de dégâts. Hein. Finalement, on se rend compte à quel point non seulement ça a coûté cher, mais à quel point sur la mentalité collective et les pratiques de recrutement, et puis même statistiquement, après en termes de taux d'emploi et taux d'activité des personnes de plus de 50, plus de 55 ans, ça a été une catastrophe de ce point de vue-là. Mais donc au-delà de la spécificité française, sans doute qu'il y a également une question d'esprit. Et comme dit très justement Guy, je suis persuadé de plus en plus qu'une partie quand même de la société civile en France est imprégnée effectivement d'un statut de la fonction publique sans même être fonctionnaire soi-même. C'est vrai qu'effectivement, dans la fonction publique, l'avancement à l'ancienneté, c'est quelque chose qui est systématique. Et la société civile, elle n'a pas besoin de fonctionner comme la fonction publique. Et d'ailleurs, on n'ouvre pas ce débat, la fonction publique n'aurait peut-être pas besoin de ça non plus. Mais les gars, moi, je l'ai vécu en tant que manager quand même. C'est une situation en fait à laquelle pas mal de managers ont pu être confrontés. Quand il y a des recompositions d'entreprises, machin, t'absorbes une boîte, etc. Et à ce moment-là, t'as un gars qui a 20 ans de plus que toi et qui se retrouve... Non, et qui se retrouve, alors qu'il était d'ailleurs plus ou moins chef, et qui se retrouve à être, en l'occurrence dans une rédaction, à être journaliste de base. C'est très très compliqué, mais très très compliqué.
J'ai jamais pu, moi, mon expérience, j'ai jamais pu le traiter comme s'il avait 20 ans de moins. Jamais. Jamais. Alors oui, effectivement, tu avais raison tu as raison là-dessus, Guy. J'allais chercher des éléments où je pouvais me servir de son expérience et tout. Mais n'empêche que je déformais un petit peu ma demande et ce dont l'entreprise avait vraiment besoin pour l'adapter à ce gars-là parce qu'il était là. C'est très très compliqué, je vous assure. Oui, alors, peut-être, oui, peut-être que c'est quelque chose qu'on va apprendre. Et en plus, c'était un gars formidable, enfin, vraiment. Mais enfin, c'est sûr que ça doit se parler. C'est-à-dire que... il faut sans doute mettre le truc sur la table. Ça doit absolument se parler, se raconter. Parce que si c'est tout à fleur et moucheté, c'est épouvantable pour les deux. T'as raison. Et donc ça oblige à avoir des échanges, mais de la même manière que l'inclusion, ça oblige à avoir des échanges. Sinon c'est extrêmement compliqué. Sinon on évite tous les sujets. Ouais, c'est ça. Et t'es dans un espèce de malaise un peu pour tout le monde. Tu peux te retrouver dans la même situation avec des questions d'inclusion jeunes-vieux, mais des questions racistes, de sexisme, des questions LGBT. En fait, elles ont toutes été traitées dans les organisations. Et pas la question des vieux. C'est-à-dire que pour les vieux, finalement, il y a des choses qui sont tolérées. C'est vrai. Et qui ne le seraient pas s'il s'agissait femmes-hommes, s'il s'agissait de questions... Oui, comme tu l'as dit, de questions de racisme, de questions de handicap, de questions de choses comme ça. Tout à fait raison. Et en fait, moi, j'ai aussi appris l'inclusion en la formulant. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut s'apprendre mutuellement des choses de manière explicite. C'est vrai que c'est pas facile, hein, mais ça fait progresser. Mais tes 15% là, je suis sûr qu'ils sont dans la boîte depuis 25 ou 30 ans. Mais oui, c'est ça. Hein. Ah voilà, c'est ça. C'est ça, oui. Alors attention. Il va falloir apprendre à en recruter là. Oui, mais je vais ajouter un point. Alors franchement, j'ai pas les chiffres, hein, mais il y a un programme que j'avais mis en place, d'ailleurs pour la profession quand j'étais président du Syntec numérique, un Numéum, hein, qui s'appelle le POEI. Hein, donc c'est préparation opérationnelle à l'emploi individuel ou PEC collectif. C'est-à-dire qu'il y a une telle pénurie dans nos métiers qu'on va chercher au Pôle emploi des gens, même assez âgés, hein, qui peuvent avoir 45, 50 ans, et qui ont fait d'autres types d'études, mais scientifiques en tout cas, et que l'on forme à l'informatique. Et ces programmes-là, eh bien, marchent très très bien. C'est-à-dire qu'on recrute des milliers de personnes par an dans la profession. Hein. Et avec ça, il y a des gens qui ne sont pas des gamins. Parce qu'il y a ce phénomène de pénurie. On peut s'y mettre à 55 ans. On peut s'y mettre à 55 ans, Bénédicte, c'est dur. En fait, c'est dur. Quand on a envie d'apprendre. Quand on a envie d'apprendre. Il faut avoir envie d'apprendre. Ouais, t'as envie d'apprendre, mais là, il faut que tu te coltines. Ingénieur chimiste ou ingénieur physicien, et qu'on te donne 8 mois, 1 an de formation en informatique, tu te débrouilles très bien. Tu te débrouilles très bien. Ah oui, et quand tu as été journaliste, c'est plus compliqué. Mais enfin, non, c'est plus compliqué. Mais je vais trouver des choses dans la com et à NetSquad, là, dans notre boîte de communication. Hein. On a besoin de journalistes, d'ailleurs, oui. C'est les métiers utiles et les métiers inutiles. Assez vite, tu dis. En gros, la différence, c'est les métiers que tu peux faire n'importe où, ou des métiers où tu es quand même assez contraint par une offre de marché rare. Je voulais rappeler quand même un truc, parce que ce débat arrive à un moment. Je suis surpris, parce que moi-même, j'étais un peu passé au travers. Le coût de la dette qui redécolle. Clément, c'est l'effet de l'inflation, ça. Hein, c'est-à-dire, ça y est, on y est, quoi. Hein. 51, donc 2022, 51,5 milliards. C'est le 51,5 milliards, donc c'est le service de la dette, contre 38,5 en 2021. Et c'est pas les taux d'intérêt, c'est l'inflation, en fait. Parce que c'est la partie de notre dette, là, qui a été... Oui, alors c'est vrai que c'est un peu technique, mais il y a une partie de la dette qui est... Il y en a 10%, je crois que c'est ça. Hein. Oui, même un tout petit peu plus, qui est ce qu'on appelle en obligation assignable du Trésor, en OAT indexé sur l'inflation. Ouais. Donc le taux de l'obligation est lui-même fonction de l'inflation. Alors chez nous, c'est quand même que, on va dire, 10%. Chez nos amis anglais, par exemple, c'est à peu près 16-17%. Donc c'est très variable d'un pays à un autre, mais c'est vrai que ce n'était pas tellement notre tradition au départ. Donc forcément, quand il y a un contexte très inflationniste, ces obligations ont beaucoup de succès. Alors il faut quand même avoir en tête que dans la théorie économique, ça pose un problème, l'aléa moral, parce que concrètement, c'est un problème en fait d'arbitrage intertemporel. Hein. Le décideur public qui s'endette plus facilement maintenant
Parce qu'en émettant des obligations indexées sur l'inflation, le taux est plus bas au moment où l'obligation est émise. Donc, ça facilite la dépense publique à court terme. Problème, aléa moral, c'est qu'évidemment, comme on sait que le taux va augmenter, c'est plutôt sur les futurs responsables politiques. Attends, parce qu'on sait que le charge de la dette augmentera. Mais on sait que le taux va augmenter. Je ne sais pas, quand l'agence France Trésor a pris cette décision, s'ils avaient en tête, et je ne pense pas, cette flambée d'inflation qu'on a connue depuis 2 ans. C'est-à-dire que ça pouvait paraître finalement un très bon calcul, assez fin, intelligent, sans arrêt on vante l'efficacité de ces gens-là d'ailleurs, de l'agence France Trésor. Là, on est un peu rattrapé par l'efficacité du truc. Et juste encore un point, parce qu'en fait, je suis tombé sur une interview de Nicolas Dupont-Aignan, ça arrive. Le gars est en train de se servir de ça quand même. Ça va être un nouveau truc qu'on va reprocher à Macron. Qu'est-ce que c'est que ça? On découvre qu'il y a des obligations indexées sur l'inflation. Qui a eu cette idée de faire ce nouveau cadeau au marché financier? Oui. On va y avoir droit. Oui, c'est vrai. Bon, ça fait des années que ça existe. Ça fait pas... Enfin, une petite dizaine d'années, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Une petite dizaine d'années. Alors, bon, déjà, effectivement, il y a l'idée que l'inflation, de toute façon, ne va pas durer. On relance pas notre débat, mais c'est dit que le pic est temporaire. De toute façon, on va espérer, voilà. Parce que là, on le paye cher. Après, l'inflation a toujours un effet ambigu. C'est d'ailleurs pas toujours très facile de l'expliquer aux étudiants, parce que l'inflation, alors il y a la partie obligation assimilable indexée, effectivement, qui augmente, et en même temps, le taux qui est intéressant pour nous, c'est le taux réel, ce fameux taux nominal, moins l'inflation. Tout à fait. Et donc il y a les 2 effets. Il ne faut pas oublier qu'au-delà de ces 2 effets qui font varier donc la dette en elle-même, ce qui compte, c'est les recettes fiscales. C'est la soutenabilité de la dette. On rapporte toujours la dette au PIB. Et on rapporte au PIB parce que malgré toutes ces imperfections, c'est quand même une bonne indication de ce qu'on peut prélever. Le PIB, la somme de la valeur ajoutée, la somme des revenus, tout ça, c'est une bonne estimation pour les économistes de l'assiette fiscale dont dispose l'État. Et là, l'inflation, elle est quand même globalement plutôt favorable. Alors, il y a des débats, mais globalement plutôt favorable à la fiscalité, aux recettes fiscales. Et donc finalement, c'est très difficile de savoir si, il faut vraiment faire du cas par cas, pays par pays, si l'inflation est vraiment un défaut. Oui, mais le ça bilan, marche. il est assez globalement, si je me réfère à la dernière note de la DG Trésor, j'envoie la note de ma chère collègue Agnès Benassi-Kéry, qui vient d'être nommée donc sous-gouverneur de la Banque de France, sur l'inflation et l'impact justement que ça a sur les finances publiques. Il y a tellement d'effets pour et contre que c'est assez difficile de savoir. Oui, Clément, mais ça marche, ça j'ai bien compris, quand l'inflation est supérieure au taux d'intérêt, on va le dire comme ça, basiquement. Et avec 6-7 points d'inflation et de 8,3 de taux d'intérêt, aucun problème, tout fonctionne bien. Bien sûr. Avec cette partie qui est indexée sur l'inflation, là, tu es sûr que tu es perdant à tous les coups. Sauf si ça augmente tes recettes fiscales en même temps. Oui, mais quand même, tu payes plus cher que si elle n'était pas indexée sur l'inflation. Pour le dire basiquement. Mais il faut essayer de calculer l'effet sur les recettes fiscales que ça a en plus et de savoir si ça compense pas, parce que tu as les 3 effets. L'effet de l'indexation, en même temps, plus il y a d'inflation, plus ça te baisse ton taux réel sur l'autre partie majoritaire qui n'est pas indexée, et en même temps, tu as les recettes fiscales qui augmentent. On est d'accord. Donc, voilà, c'est un gros calcul que font les économistes de la DG Trésor et d'autres, de la Banque de France. Et moi honnêtement, je trouve pas ça du tout dangereux pour l'instant, justement parce que la part qu'on a, contrairement à d'autres pays, elle est quand même assez faible. 51,5 milliards pour le service de la dette. 53,6. J'ai même vu 60 dans le PLF, dans une partie du PLF pour 2023. Oui, là c'est 2022. 53,6 pour l'enseignement scolaire. Oui. Voilà, donc on est au bord, sans doute l'année prochaine, la bascule va se faire. Oui. Le service de la dette sera le premier budget de l'État devant l'enseignement scolaire. Bah oui, mais Guy... Et dernière remarque, si je peux me permettre... Quel gâchis. Mais quel gâchis. Non, quel gâchis. Une petite remarque qui va te plaire, parce que je sais que tu es très politique monétaire. On commence à se connaître. Je me permets de dériver 3 secondes sur la politique monétaire. Il ne faut pas oublier que sur une partie de ce service de la dette, comme tu dis, une partie, mais pas minoritaire, une partie, enfin pas minoritaire, mais pas marginale, plusieurs milliards d'euros. C'est des obligations donc possédées par la Banque de France pour le compte de la BCE. Et donc, quand on verse au service de la dette à la Banque de France, propriété à 100% donc de l'État français, reverse à la fin de l'année, sous une autre forme, les intérêts à l'État qui est son seul actionnaire. Donc, il faudrait déduire quand même la part de la dette Covid, en fait. C'est ça. C'est quand même... c'est l'argent magique de la dette Covid.
C'est ça. J'ai jamais réussi à Dette Covid, l'expliquer. Enfin, 30% à peu près, hein. C'est pas rien. 30% de notre dette là aujourd'hui qui est détenue par la BCE, un peu moins je crois, non? Ouais, un tout petit peu moins. Un tout petit peu moins. Ouais, quand je dis 30%, c'est la moyenne de la zone euro. La France, on va pas être loin, ça va être 28-29%. Et donc effectivement, l'ensemble des dividendes de la Banque Centrale Européenne reviennent dans le budget à travers la Banque de France. Oui. C'est vrai. Donc c'est pas une annulation, mais c'est une dette qui coûte rien quand elle est détenue par la Banque Centrale. L'argent magique. C'est ça, l'argent magique. C'est fascinant, hein. Bon, on est quasiment au bout, donc non, vous avez un commentaire là-dessus? Parce que, non, là où je suis surpris, c'est que ça n'est pas dans le débat. C'est-à-dire, ça pourrait être opportun, là, au moment où on discute des retraites, qui sont quand même le premier poste de dépenses publiques et de loin, de rappeler aux gens quand même ça, que là, voilà, les choses sont en train de s'accélérer, l'inflation, les taux d'intérêt qui remontent, 52 milliards, c'est 13 milliards de plus d'une année sur l'autre, exactement, même si ça n'a rien à voir, mais c'est exactement le déficit programmé. Donc oui, 61 milliards prévus pour 2023. Voilà. Mais en fait, si tu réouvres ce débat, il revient sur un débat de lutte des classes immédiat. Regarde, taxer les milliardaires, on l'a entendu il n'y a pas très longtemps. C'est-à-dire la capacité à comprendre les effets générationnels sur le budget de l'État, c'est nul en fait. Personne de... Enfin, quand même comprendre que si tu dépenses moins pour les retraites, tu as un peu plus d'argent oui, bien sûr. au budget, ça me paraît pas... Mais il y a l'idée que les recettes fiscales, il suffirait de prélever en fait, des gens qui ont fait des bénéfices et fin de l'histoire. Il y a même quelqu'un qui a dit « Je ne comprends pas qu'on dépense 50 milliards d'augmentation pour l'armée, alors qu'on a besoin de 15 milliards pour les retraites. » On mélange tout. Merci, chers amis. Avec plaisir. Avec plaisir. Et on continue à débattre demain. Sans doute des retraites, pas de ChatGPT. Là, je crois qu'on a bien... et puis il faut... Mais je veux bien revenir. Et on n'a pas parlé de l'IRA. Et on n'a pas eu l'IRA. La prochaine fois, il sera encore là, l'IRA. Bénédicte veut parler de l'IRA. L'IRA, pas les Irlandais, le fameux plan Mais c'est aussi, de Joe Biden. Ça veut aussi dire un truc sur les retraites. Je crois que c'est Individual Retirement Advantages aux États-Unis. C'est drôle. Mais enfin là, c'est Inflation Reduction Act. On est bien d'accord. Mais comme j'ai voulu... En gros, le point de vue de Bénédicte, qui est aussi d'ailleurs celui de la Commission européenne, c'est de dire, avant de penser que c'est une menace, réjouissons-nous de ce que les Américains se lancent à fond dans la protection du climat. Et on reparlera de ça la prochaine fois. À demain.